Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième épisode des Secrets du kayak. Le but, comme d'habitude, est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'interviewe Léa Jamelot, l'une des meilleures kayakistes françaises sur 200 mètres. J'espère que cela vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Léa et ses secrets. Salut Léa, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Rudy, écoute, ça va très bien. Je suis en direct de Séville pour un. J'ai l'impression que Séville, c'est une destination habituelle pour l'équipe de France. Et ça fait plusieurs fois qu'on vient là en stage hivernal. L'année dernière aussi, on était là en décembre. C'était toute l'équipe de France est regroupée. En fait, c'est vraiment l'occasion d'avoir tout le monde sur le même site, staff comme athlète. Donc, ouais, c'est un endroit qu'on aime bien en général. Et est-ce que c'est justifié? Est-ce que le bassin est bien? Les installations sont bien? Alors, le bassin est bien quand il n'y a pas trop de monde. Donc là, en période de confinement, ça va. On ne se prend pas trop la tête avec les rameurs. Mais sinon, ça peut être compliqué. Ça peut être un bassin quand même très venteux, très vagueux quand on le partage avec tous les bateaux et les avirons. En ce moment, ça se passe vraiment bien. Le bassin est bien. On a des bonnes conditions. Et puis, on n'utilise pas le centre d'entraînement, la Cartoura, donc on n'est pas sur le bassin. On a un Airbnb, donc on fonctionne de manière un peu autonome. Ça nous permet de nous faire à manger, tout ça. Donc, je pense que c'est une formule qui nous va mieux, ouais, que de la bouffe en collectivité, en self, tout ça. Donc là, on trouve bien nos marques et ça nous va bien, ouais. Ah, parce qu'en fait, tu peux loger directement dans le centre d'entraînement? Ils proposent cette possibilité-là? Oui, c'est ça, ouais, exactement. Bah, souvent, dans la plupart des centres d'entraînement, on est en pension complète, donc avec la nuit sur place, la restauration et les équipements pour l'entraînement. Là, voilà, on a accès au bassin, à la salle de musculation, tout ça, mais on fonctionne en hébergement et en restauration de manière autonome. Ouais. J'ai vu, je crois que c'est il y a 2 ans, si je dis pas de conneries, tu étais parti en Australie pour faire une sorte de stage l'hiver. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'était passé? J'ai vu que tu avais fait aussi les championnats d'Océanie en même temps. Euh, Ouais, ouais. Ben, en co- fait, ça va être la première année depuis 4 ans que je vais pas sur le continent océanien en hiver, parce que là, c'est trop compliqué pour les réglementations sanitaires, tout ça, tout ça. Mais ouais, depuis juste après les Jeux de Rio, on s'est fait un petit road trip avec Manon en Nouvelle-Zélande. Donc ça a été notre première expérience en Océanie. Et puis chaque année, depuis cette année, on est retourné, mais en Australie cette fois. Donc la première année à Brisbane, sur la Gold Coast, on s'est entraîné avec les Australiennes, on était en autonomie, on était toutes les deux. Et puis on y est retourné il y a 2 ans, 2 fois, une fois avant Noël à Adélaïde, avec Max Beaumont et Fred. On était tous les quatre. Et puis on y est retourné sur la Gold Coast février-mars. Et puis l'année dernière, on était toutes les filles sur la Gold Coast encore pour préparer les Jeux qui auraient dû avoir lieu cet été. Ouais, Mais mais j'avais cette suivi, année, j'avais l'impression que vous vous entraîniez à fond en Australie. ah oui, bah, c'est vraiment des conditions pour le coup idéales. Climatiquement parlant, c'est clair que bah, c'est l'été là-bas, donc on est en maillot de bain brassière. Ça change des manchons jupettes de l'hiver français. Donc c'est clair que en termes de conditions climatiques, on est vraiment au top. Donc cette année, ouais, on sera moins au chaud, mais on peut quand même trouver des belles conditions d'entraînement autour là. Quand tu partais en Australie ou en Nouvelle-Zélande, tu partais combien de temps pour t'entraîner? Bah, faut que ça vaille le coup quand même. En Nouvelle-Zélande, on est parti quasiment 2 mois, mais voilà, c'était aussi pour souffler après les Jeux, c'était autant vacances qu'entraînement. On a quand même profité pour bien s'entraîner avec les Néo-Z, qui sont quand même les athlètes les plus fortiches du circuit. Donc c'était chouette de partager cette expérience-là avec elles. Mais on en a bien profité aussi pour se balader. On a fait un road trip sur l'île sud en mode voyage, vacances. Donc ça, c'était vraiment cool. Ça, c'était ouais,
quasi 2 mois. Et puis après 6 semaines en Australie, parce qu'il faut quand même, c'est un voyage quand même super long. Donc, il faut que ça vaille le coup. Il y a un gros décalage horaire. On met un peu de temps à se caler. Donc 6 semaines, ouais, on partait 6 semaines. Ouais, donc vous partiez assez longtemps et justement d'être parti, t'as t'as appris pas mal de choses justement de côtoyer des athlètes étrangères. J'imagine que Ouais, peut-être que j'ai une connerie. Il y a un entraînement peut-être français et puis un entraînement australien, un entraînement néo-zélandais. ouais, tout à fait. Bah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On a appris plein de choses en Nouvelle-Zélande. On a aussi appris plein de choses. La première année, du coup, en Australie, on s'est entraîné. On a suivi la planif des Australiennes. Donc, on s'est intégré à leur groupe et on faisait tout comme elles. Ça a été différent les années d'après où on est arrivé avec nos coachs, notre programme et donc on s'entraînait sur le même lieu qu'elles. On partageait quelques séances parfois, mais on conservait notre programme qui est quand même très différent d'elles. Les Australiennes, elles ont les compètes beaucoup plus tôt dans la saison. Elles ont leur sélection à peu près quand on partait en fait, mi-mars, fin mars. Quand nous, c'est en mai, donc il y a quand même déjà un gros décalage à ce niveau-là. Donc elles font sérieux, elles font de l'intensité tout l'hiver, c'est impressionnant. Elles s'arrêtent à peine un mois après les championnats du monde et elles rattaquent des intensités pleines balles dès novembre. Nous, c'est pas trop ça quand même. Nous, on commence doucement à partir de février, donc il y a quand même un gros décalage et d'avoir vécu vraiment leur planif, leur programmation la première année en Australie, ça nous a fait tout drôle, ouais. Parce que quand t'es arrivé, elles étaient déjà dans leur cycle d'intensité et vous étiez plutôt en reprise ou en. Bah, nous, on reprenait le bateau, c'est-à-dire qu'on fait une coupure hivernale l'hiver, comme son nom l'indique. Donc en décembre, janvier, on met vraiment l'accent enfin plus janvier, mais on met vraiment l'accent sur la muscu. Et puis c'est peu compatible en fait, le développement de la force musculaire, c'est peu compatible avec des gros volumes d'aérobie. Donc on lève vraiment le pied ou on lève la pagaie en janvier. Donc nous, on est arrivé après la coupure hivernale et pouf, dans le bain des séances longues et du gros volume sur l'eau. Donc ouais, ça fait drôle, ouais. En parlant de volume, j'ai vu ce matin, je sais plus dans quel journal, il y avait Francis, Cyril et Eugénie qui parlaient qu'à Séville, vous faisiez plus de volume d'entraînement qu'habituellement. Ça parlait de 3 à 4 séances par jour. Est-ce que tu Ouais, me confirmes ce haut volume nouveau peut-être? ouais, c'est ça. Ben là, on est vraiment venu chercher du volume en bateau, profiter des conditions pour engranger vraiment des kilomètres et pour caler les points techniques, pour faire de l'aérobie, voilà, aérobie spécifique, c'est-à-dire l'aérobie, on peut le faire aussi en dehors, en PPG, en course à pied, natation, tout ça, mais là, vraiment, on est venu faire du volume en kayak, quoi. Donc la priorité, c'est ça. On n'oublie bien sûr pas la muscu, le gainage, mais la majeure partie de nos séances, c'est sur l'eau, ouais. Donc là, ça peut aller, si je dis pas de conneries, à 3 séances de bateau par jour et puis encore un aérobie ou une muscu en plus. 3 séances, non, je dirais 2 séances. On fait 2 séances de bateau par jour. Et puis à côté, on a ouais, muscu, gainage, course à pied. Donc globalement, on a 3 séances par jour, sauf le mercredi après-midi, on a repos. Dimanche, on a repos. On a quelques journées à 2 séances pour vraiment faire de la qualité. On n'est pas que sur de la quantité. Voilà, Francis, Cyril, Adrien, ils préparent le 1000 mètres. Donc eux, c'est encore une distance différente. Euh, Nous, on a beaucoup bossé avec Fred, notre coach, sur la qualité. Donc on, on essaye de faire de la quantité de qualité au programme. Ça, est-ce que ça, tu peux donner un exemple de séance peut-être qui est de la quantité de la qualité pour imager? Ça va être, C'est je c'est vais plus donner en termes, ouais. C'est vas-y plus Léa, en vas-y. termes de journée en fait, quand on fait une grosse séance d'intensité le matin, donc avec des cadences hautes, avec beaucoup d'influx nerveux dépensés, c'est compliqué d'aller s'en remettre une dans le cornet l'après-midi. Donc l'après-midi, ça va plus être faire dérouler les bras, faire une séance longue, mais plutôt faire tourner quoi, sans se mettre une nouvelle cartouche. C'est plus dans ce sens-là, on peut pas trop faire matin, midi et soir de l'intensité. Donc la différence, je pense qu'elle est plus là. Les Miller, ils essayent vraiment de faire beaucoup de séances longues. Donc celles-là, elles peuvent s'enchaîner, même si voilà, ça fait du temps sur l'eau. Mais quand on vient rajouter des intensités, on peut pas faire n'importe quoi.
et on peut pas voilà, cumuler des intensités n'importe comment. Il s'agit aussi de finir la semaine, de finir le cycle, de faire voilà, le stage dans son intégralité. Donc, d'exploser en route, pas de se blesser. Donc voilà, faut faire un peu les choses intelligemment et voilà, je suis pas une partisane de séances d'entraînement à 30 heures. Je fais plus de la qualité quand c'est voilà, autour des 17-20 heures et c'est déjà beaucoup pour moi. Mais en qualité, quoi, en étant investi vraiment mentalement, physiquement, techniquement sur chaque séance et en ayant ouais, la disponibilité mentale à chaque séance de m'engager à fond dedans, quoi. Ouais, parce que là, j'ai l'impression de ce que tu dis. En fait, tu s'entraînes, tu fais une sieste, tu t'entraînes, tu fais une sieste, tu t'entraînes. Ça ressemble à Ouais, ça? ouais, c'est ça. Bah, on dit souvent, c'est une phrase qu'on entend beaucoup dans le milieu du haut niveau, que la récupération est aussi importante que l'entraînement. Donc oui, oui, nos journées, elles sont pas. Enfin, moi, je travaille un peu quand même. J'ai une plage horaire de 14-16 heures, mais je manque pas de faire la sieste avant pour être sûre d'être en forme à l'entraînement après. Mais donc oui, nos journées, on fait. Enfin là, je suis sortie assez vite pour la première fois. Ça fait 2 semaines, 15 jours que je suis ici. Et voilà, j'ai vu la cathédrale pour la première fois aujourd'hui. Parce que ouais, nos journées, c'est dormir, s'entraîner, manger, dormir, s'entraîner, manger, dormir, s'entraîner. Voilà. Ça peut faire rêver, ça peut faire moins rêver, mais ça ressemble à ça, ouais, dans la bonne ambiance, donc c'est cool. Justement, est-ce que là, quand tu dis ça d'un point de vue extérieur, on pourrait penser que tu fais des sacrifices, mais j'ai plus l'impression que tu vis ça comme un plaisir. Est-ce que c'est le cas? J'aime pas trop le mot sacrifice, par contre, c'est sûr que c'est un mode de vie particulier. Qui impose certaines contraintes, ça revient à sacrifice, mais je pense qu'il faut toujours garder en tête qu'on fait ça parce qu'on aime ça et je pense que, en tout cas pour moi, le plaisir est vraiment au centre et je fais tout pour essayer qu'il y reste, même s'il y a des jours où la fatigue, elle prend le dessus et que le plaisir, dans le froid, sous la pluie et en se prenant des branlées, il est moins là. Mais j'essaye d'avoir un équilibre, voilà, je prends énormément aussi de plaisir dans mon boulot et ma vie comme elle est en ce moment, en tout cas, elle me convient, quoi. J'ai un équilibre et ouais, ouais, je dirais que je prends plaisir dans ce que je fais, que ce soit sur l'eau à l'entraînement, que ce soit devant mon ordi à bosser ou en dehors. C'est cet équilibre, je pense, qui me va bien, ouais. Qu'est-ce que tu fais exactement comme travail? Parce que de ce que j'ai pu comprendre pour la plupart des sportifs de haut niveau, c'est que souvent ils ont un faux travail entre guillemets, ils travaillent pas vraiment. Et toi, j'ai vu justement que tu Mmh. travaillais. C'est pas travail, promis. Non, j'ai un vrai travail. Je suis chargée de communication pour une entreprise qui fait des logiciels pour le secteur agricole. C'est une entreprise qui est basée en Bretagne, qui me soutient dans ma pratique sportive depuis 2011 en tant que sponsor et qui m'a embauchée, à l'issue de mes études, il y a plus de 3 ans maintenant. Donc j'ai pas un faux travail parce que j'ai des vraies missions, parce que j'ai un vrai temps de travail et que je travaille. Mais par contre, j'ai un temps aménagé et adapté. C'est-à-dire que je travaille qu'à 30, donc ça représente environ, je travaille 2 heures et demie par jour plus tout le mercredi après-midi. Donc ça c'est un 30 d'un temps plein, un 39 heures. Et puis adapté parce que je suis en télétravail, je peux bosser de n'importe où, j'ai des équipes, des collègues très compréhensifs là-dessus et qui me soutiennent dans mon sport. Donc c'est tout ce contexte-là qui me permet de mener les 2 de front. Heu, Sinon ce serait beaucoup plus compliqué et sinon oui, comme tu dis, il faudrait un contrat d'image plutôt, quoi. Mais je m'y retrouve vraiment bien. Mais je dis pas que voilà, là encore, des fois c'est plus dur que d'autres, des journées qui sont intenses, parce que voilà, quand on a des responsabilités, voilà, faut gérer de front. Mais aujourd'hui, ça me convient vraiment très bien comme ça et encore une fois, c'est hyper adapté. J'ai vraiment la chance d'avoir cette boîte qui me soutient dans mon double projet, quoi. Et est-ce qu'à côté tu as d'autres sponsors ou pas du tout? C'est mon sponsor principal largement. Donc aujourd'hui, c'est mon employeur plus ça reste un sponsor. Heu, donc j'ai un
un salaire à temps plein quand même parce que j'ai une CIP, ce qu'on appelle un contrat d'insertion professionnelle. C'est un contrat qui est tripartite, qui est signé entre la fédération, l'Agence nationale du sport, la direction régionale jeunesse et sport de la région Bretagne et mon entreprise. Quadripartite d'ailleurs depuis peu. Donc c'est ce qui me permet d'avoir un temps plein. En fait, c'est l'Agence nationale du sport et la DRJSCS qui compensent mon manque à gagner, c'est-à-dire le temps où je ne suis pas en train de travailler pour l'entreprise. Donc ça me permet de vivre et de vivre de ma passion et de pouvoir faire du kayak. Tu parlais tout à l'heure de 2011. De mémoire, tu es assez jeune. Si je dis pas de conneries, tu dois avoir 27 ans. Quelque chose comme ça. En 2011, j'ai 27 ans. Non, maintenant. Aujourd'hui Actuellement, là, oui. aujourd'hui, je viens d'avoir 28. Il y a... 28. Ouais. Donc, moins 9, tu avais 19 ans. Tu étais déjà dans un cursus haut niveau en 2011 ? Ouais. J'étais déjà au Pôle France de Rennes. Et j'avais déjà fait 2 ans d'équipe de France junior. Je suis rentrée en équipe de France junior en 2009, donc j'ai fait 2 ans d'équipe de France. Depuis 2009, je suis en équipe de France en fait. J'ai commencé par 2 ans en junior, 3 ans en moins de 23, et puis depuis 2013, je suis en équipe senior. Donc j'étais déjà dans une démarche. Je leur ai vendu. Je suis arrivée avec mon petit dossier sous le bras. Je leur ai vendu que je voulais faire les Jeux de Londres. J'ai pas été sélectionnée l'année d'après aux JO de Londres, mais ils ont continué à me soutenir et j'ai réussi à me sélectionner aux Jeux de Rio, donc à amener Kéris à Rio en 2016. À partir des interviews que j'ai pu voir, j'ai entendu que tu avais commencé le kayak entre guillemets en colonie de vacances, un peu par hasard. Ouais. Et donc, ma question c'est, est-ce que tu faisais d'autres sports avant ? Et une fois que tu avais découvert le kayak, est-ce que tu t'y es mis directement après la colonie de vacances ? Je crois que tu avais 9 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Finesse, tu t'es renseigné quand même, hein. Ouais, alors en fait, je faisais du judo. Ça me plaisait pas mal, mais à chaque fois l'été que je devais choisir des colonies de vacances, je choisissais toujours des activités d'extérieur, de plein air. Donc vraiment j'étais attirée par tout ce qui était escalade, équitation, kayak, voilà, tous ces trucs un peu de plein air, quoi. Et puis en rentrant un été d'une colo où j'avais fait du kayak sur le canal de Nantes-à-Brest, dans des petits recoins où ça me paraissait hyper exotique en fait. Je me prenais pour Pocahontas là sur mon canoë plastique et j'avais adoré en fait cette connexion avec la nature, ce truc un peu où j'avais l'impression d'être dans un autre pays quoi, vraiment très loin de la maison. Et j'étais rentrée en disant que je crois que quand même il me fallait un truc dehors, en plein air, sur l'eau, c'était encore mieux. J'ai toujours été un peu attirée par l'eau et puis ça a très très bien arrangé mes parents parce que c'était encore plus près que le club de judo, donc de la maison. Donc c'était le club le plus près de la maison et je pouvais y aller en vélo et m'arrêter en bus en rentrant du collège, donc c'était parfait, ouais. Ah, donc t'as commencé, t'avais 10, 11 ans, en fait, tu dis, en descendant du bus du collège. Et au début, comment Ouais. comment ça se passait les séances? C'était, tu faisais un peu de tout ou c'est directement orienté course en ligne quand on a 10, 11 ans? Non, pas du tout. En fait, du coup, ouais, j'ai commencé en CM2, donc avant le collège, j'étais en primaire, donc c'était vraiment loisir. C'est-à-dire, j'y allais le mercredi, c'était l'école de Pagaie, quoi. J'y allais le mercredi et le samedi en mode loisir. En sixième, pareil, on avait un BE qui était très tourné, brevet d'état, l'animateur du club qui était très tourné jeu, quoi. On faisait du kayak polo, on était dans des gros bateaux plastiques. Voilà, c'était plus de la déconne. Et en fait, je pense que c'est quand j'ai été en quatrième, il y a le brevet d'état du club qui a changé. Et c'est un mec plus Thomas. Thomas, il était plus tourné compète qui est arrivé. C'était à l'homme, mais plus tourné compète. Et très rapidement, il m'a proposé Thomas et Delphine aussi. Delphine qui a joué un grand rôle. Enfin, voilà, c'était les encadrants du club qui m'ont proposé de monter dans des bateaux plus performants, de glisse, tout ça. Et Thomas a commencé à me proposer de venir m'entraîner un peu plus souvent que le mercredi et le samedi. Donc j'ai commencé à y aller le soir après l'école, en m'arrêtant en bus justement. Depuis d'abord une fois, 2 fois en plus du mercredi, samedi, puis finalement tous les soirs.
c'est un peu comme ça que ça a commencé, ouais. Et t'as commencé comme c'était un entraîneur de slalom par faire des compétitions en slalom? Non, 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 le club se prêtait beaucoup plus à la course en ligne, on avait plus des bateaux de course en ligne, on s'entraînait sur le canal de Nantes à Brest, donc un truc relativement complètement plat. Du coup, pour faire du slalom, bon, on n'avait pas de porte, on n'avait pas de fiche. Voilà, c'était moins au désarroi de Thomas, je crois, mais non, c'était quand même beaucoup plus tourné course en ligne. Par contre, quand on est licencié dans un club breton et qu'on veut faire les championnats de France espoir, donc jeune, il faut savoir tout faire. Donc, on est obligé de se sélectionner en fait en faisant des compètes de slalom, de descente, de kayak de mer et de course en ligne. Donc, pendant plusieurs années, j'ai fait toutes les compètes pour pouvoir me sélectionner au championnat de France. Ouais. À partir de combien de temps t'as fait les championnats de France? Oh, je sais pas. Je suis nulle sur les dates. Voilà, j'ai fait championnat de France quand on est. Attends, Benjamin, minime. Minime, on peut faire les championnats de France en minime. Donc Donc, j'ai minime, c'est fait quoi? les C'est championnats. 13-14 ans? Tu me poses une colle, je sais pas. Ouais, peut-être, ouais, un peu comme ça, ouais. Ouais, je pense. Et Euh, à partir du moment où tu as fait les championnats de France, est-ce que tu avais un. collège de T'étais l'espoir. meilleur que les autres? Oh non, 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 j'étais nulle. Non, ça s'appelait les régates de l'espoir. En gros, ils mettaient les meilleurs en monoplace et puis les moins bons en K4 ou K2. Moi, j'étais toujours en K4. Non, non, j'étais pas. Je sortais pas du tout du lot, non. Et à partir de quand alors tu es devenu meilleur entre guillemets que la plupart? Et je me souviens d'un jour à marquer d'une pierre blanche pour moi. C'était des championnats de Bretagne à Pimpon. Et j'avais toutes les filles que j'admirais parce qu'elles étaient grandes, fortes. Et un jour, voilà, ce jour-là, j'ai battu et j'ai gagné au championnat de Bretagne à Pimpon. Et là, je me suis dit, mais en fait, je peux gagner, quoi. Je peux. Et ça m'a boosté à fond. Et l'année d'après, je faisais les tests pour rentrer en pôle espoir. Je rentrais, j'ai réussi les tests, donc j'ai été prise normalement en seconde au pôle espoir de Rennes. Mais mes parents, ils n'ont pas voulu que je parte. Ils m'ont dit, j'avais une condition, c'était que je devais revenir avec un super bulletin l'année d'après et on en reparlerait. Du coup, c'était une grosse motivation pour moi. Donc, j'ai fait ma seconde au taquet. Je suis rentrée avec un bon bulletin et ils n'ont pas eu le choix que de me laisser partir en première. Donc, j'ai rejoint le pôle espoir de Cesson-Sévigné, en banlieue de Rennes, en première. Et j'ai fait mes premières sélections équipe de France et j'ai été sélectionnée en équipe de France 7 mois après avoir intégré le pôle espoir. Ah ouais, donc c'est vite arrivé finalement parce que j'imagine qu'en seconde tu pouvais pas t'entraîner comme tu voulais vu que tu étais dans un lycée général. Et malgré Bah, tout, je tu as dû m'entraînais, continuer à ouais. progresser Ouais, pour ouais, que je tu puisses être m'entraînais sélectionné. avec Thomas le soir en rentrant du lycée et ouais, 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 j'étais hyper motivée pour ces tests de Pôle Espoir là. C'était vraiment des tests hyper variés. On avait tout plein de trucs, des tractions, des pompes, de la corde à sauter, de la détente. Fallait savoir esquimoter, fallait. Et puis je me souviens que les dernières semaines avant les tests, tous les jours, je faisais tous les exercices. C'était par exemple le maximum de corde à sauter en 2 minutes, maximum de pompes en 2 minutes. Donc tous les jours, je le faisais, ça me motivait. Ouais, j'étais déter, comme on dit. Et tu te souviens des résultats que tu faisais? Parce que quand j'ai interviewé Sarah, elle m'a dit qu'elle faisait zéro traction quand elle a voulu entrer en pôle. Toi, vu que tu t'entraînais à fond, t'arrivais déjà à faire des tractions, par exemple? La première année, j'avais dû peut-être faire une traction, mais c'était pas du tout. Moi, je connaissais le barème par cœur et je savais où est-ce qu'il fallait que je marque des points. Je savais que c'était pas en traction. Parce que, de toute façon, pour marquer ne serait-ce qu'un point en traction, il fallait en faire, je sais plus, trois ou. Donc, en traction, j'avais déjà laissé tomber. Par contre, en corde à sauter, j'avais 5/5. En souplesse, j'avais 5/5. Ce qui comptait le plus, c'était l'entretien. Le quotient, il faisait ce qu'il voulait finalement parce que le quotient était énorme en entretien. Il y avait un 5000 en course à pied. Alors, ça, c'était chaud pour moi aussi, c'est pas ma tasse de thé. Mais j'étais super fière parce que je sais plus si c'est la première année ou la deuxième, mais j'ai gagné le classement au scratch devant les gars. Après, on avait un classement différent, mais tu sais, j'avais mon nom en première devant les gars, c'était un peu ma fierté, quoi. C'est la belle époque. Ouais, je me souviens de ça. Euh,
en regardant un peu ton palmarès, j'ai vu que cette année déjà, tu as gagné, je crois, pour la première fois le championnat de France sur 200 mètres. Et Ouais. j'ai eu du mal à savoir si tu es plus spécialiste du 500 ou du 200 au final. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Bon, alors là, il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. Si tu me poses la question de qu'est-ce que je préfère, je te réponds 1000 fois le 200. En tout cas, en monoplace, parce que j'adore le K4 500, mon kiff, c'est le 200, c'est clair, c'est ce qui va le plus vite, c'est ce qui est le plus explosif, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Voilà, j'adore les compètes en K1 200. Par contre, déjà, on vient d'apprendre que ce sera plus olympique à Paris 2024. Ouais, j'ai vu ça, mais c'est vraiment passé ou pas? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de Ouais. pétitions et donc c'est vraiment passé. Ouais, là, c'est Ah passé au merde. profit du kayak extrême. Oui, Ouais. j'ai vu le kayak un peu extrême, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais... Ouais, donc ça c'est passé, donc voilà. Mais par contre, oui, enfin, moi je cours les deux en fait sur les sélections équipe de France. Si tu veux, tu as du K1 200 et du K1 500, et donc il y a et du K1 400 pardon pour faire les équipages en 500 mètres. Et donc c'est ces deux distances-là qui comptent. Donc je prépare autant l'une que l'autre. Ok. Et mes deux distances favorites, c'est le K4 500 et le K1 200. Ouais, le K4 500, d'ailleurs, tu as fait les Jeux Olympiques. Yes. Donc tu visais 2012 et finalement tu as fait 2016. Ouais. Est-ce que en 2012, quand tu n'as pas été sélectionné, c'était dans ta tête et tu étais déter, comme tu dis, pour 2016? C'était vraiment le truc que tu voulais faire? Ouais, en fait, 2012, je l'ai un peu vendu à mes sponsors et tout. C'était une douce utopie. Enfin, je savais que j'aurais pas le niveau et ça aurait été une grosse surprise. Ouais, non, enfin, 2012. Non, 2016, 2012, c'était un rêve et 2016, c'était un réel objectif. Et, euh, et voilà, 2016, je suis allée le chercher. Et aujourd'hui, l'objectif, il est plus de participer, mais il est vraiment de perfer, quoi, à Tokyo. Et puis, ce serait top de conclure en beauté sur Paris. Est-ce que j'ai lu pas mal de choses sur les JO justement de Rio. Est-ce que tu es satisfait de ton expérience? Justement, à Rio, vous avez fini 12e au K4 500 et j'ai cru voir que c'était un peu une déception. Ah oui, oui, bah oui, c'est clairement une déception. Satisfaite de l'expérience, oui, de vivre mes premiers jeux carrément. Satisfaite du résultat, pas du tout, non. Je pense qu'on a. Non, non, ça a été une année compliquée et non, bah, aucune de nous n'étions satisfaites du résultat d'une finale B après être allé chercher un quota à Milan. Non, non, non. Non, non, on était super déçus du résultat. Ça a été super dur à encaisser. Puis c'est pour ça qu'il faut aller se venger à Tokyo. Est-ce que vous avez des chances de médaille normalement à Tokyo en K4? Ah, alors, tous ceux qui s'alignent ont des chances de médaille. Voilà. Et pas le résultat avant la course. On a plus de chances de médaille qu'à Rio, je pense, parce qu'on a quand même fait des bonnes perfs les saisons passées. On est monté 3 fois sur un podium de Coupe du Monde. On est 2 fois médaille d'argent en 2017. Non, je dis en 2016, je dis n'importe quoi. On est en 2020, en 2018. On fait un super championnat du monde en 2018 en terminant 5e. On est encore un peu loin en termes de chrono du podium parce qu'il y a un gap entre les 4e et les 5e, nous. Mais ouais, j'y crois. J'y crois vraiment. Puis là, ça a vraiment rebattu toutes les cartes. Il y a des filles qui ont arrêté, ben, dans notre bateau d'ailleurs. Donc faut reconstruire avec des nouvelles cartes, des nouvelles guerrières. Mais non, ouais, j'y crois. En tout cas, on travaille pour, vraiment. Comme je te suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs années, tu partages pas mal de choses et j'ai l'impression justement qu'il y a, comme maintenant tu es à Toulouse, j'ai l'impression qu'il y a une super ambiance entre les filles, que vous êtes un sacré groupe de filles à vous entraîner ensemble. Est-ce que À j'ai vu Toulouse? juste? Ouais. Ouais. Alors à Toulouse, il y a beaucoup de jeunes en fait. Donc il y a Manon, on s'entraîne toutes les deux avec Manon et avec Fred, c'est notre entraîneur sur l'équipe de France et c'est aussi notre entraîneur au quotidien sur le pôle de Toulouse. Donc déjà ce trio, c'est un
un trio de choc. On rajoute à ça Max Beaumont qui vient s'entraîner de temps en temps avec nous. Et puis, il y a toutes les filles, toutes les jeunes. Il y a un gros groupe de jeunes qui s'entraînent et il y a une super ambiance, vraiment. Ouais, vraiment, le pôle de Toulouse, c'est une belle découverte. C'est super chouette d'être là-bas. Et puis, on retrouve souvent Sarah sur les stages. Donc, les deux autres, Sarah et Vanina, sont à Paris. On les retrouve souvent sur des stages, comme là, à Séville, où nous, on monte de temps en temps à Paris. Elles descendent de temps en temps à Toulouse. Donc, on maintient le lien comme ça, entre les deux et deux. Mais ouais, il y a une super émulation à Toulouse et ouais, je suis vraiment ravie d'être descendue jusque-là. C'est ce que j'allais dire parce que j'ai pu voir au fil des années, pareil, que tu avais changé souvent, ces dernières années, souvent de club, de lieu d'entraînement. Souvent, parce qu'en fait, j'ai passé quand même 8 ans au pôle de Rennes. Donc, ouais, mais après, t'étais à Paris, ouais. non? Ouais, en fait, j'ai passé 8 ans au pôle de Rennes, 8 ans, vraiment, 8 années géniales. J'ai vraiment adoré mon passage à Rennes. Et puis, j'ai eu un peu l'impression d'avoir fait le tour et d'avoir moins de confrontes à Rennes au bout d'un moment. Donc, j'ai été vivre l'expérience parisienne à l'INSEP. C'est un truc qui me tenait à cœur aussi. Je voulais voir ce que c'était. J'ai adoré l'INSEP. Mais les rencontres que j'ai pu faire, les structures, voilà, enfin, l'INSEP, c'est vraiment un très très bel outil. Mais par contre, quand on fait du kayak et que le bassin se situe à 25 minutes de route, 45 quand il y a les bouchons, ce qui arrive souvent, ça fait passer beaucoup de temps sur la route quand on s'entraîne 2 fois par jour et qu'on travaille à côté, c'est pas gérable. Euh, voilà, c'était un rythme de vie qui me convenait pas au quotidien. Et en fait, j'ai fait un stage à Toulouse pendant j'ai passé que même pas une année en fait à l'INSEP, enfin, quasiment une année. Et pendant cette année à l'INSEP, j'ai fait un stage à Toulouse où on se promenait à vélo du lieu où on dormait au lieu d'entraînement où il faisait super beau. On se croit, enfin moi je me suis crue en vacances quoi. Vraiment la ville de Toulouse, j'ai l'impression que je sais pas, c'est une ville à la frontière espagnole, quoi. C'est une ville où les gens sont cool, où c'est détente, où il fait beau et ouais, où on se promène en vélo. Et vraiment, je suis tombée amoureuse de Toulouse et en 2 jours, j'avais pris ma décision. C'était là que je serais l'année prochaine, quoi. Donc c'est fait vite. Je prends des décisions à l'instinct. Et là, mon instinct m'a pas trompée et j'ai foncé. Voilà. Quelques mois après, c'était en juillet. Et j'ai foncé en novembre à Toulouse. Quand tu étais à Paris, c'était déjà Fred ton entraîneur ou tu as dû changer d'entraîneur en arrivant sur Toulouse? Non, justement, c'est carrément aussi une des raisons pour lesquelles je suis descendue à Toulouse. J'avais vraiment envie de bosser avec Fred, que je venais de rencontrer, parce que justement, ça avait été très compliqué l'année à Paris, avec le départ de 2 de mes entraîneurs. Donc j'ai passé une année, enfin pas mal de mois de l'année sans entraîneur à Paris. Sans entraîneur, j'entends fixe au quotidien. On a eu un entraîneur étranger qui est parti. L'entraîneur avec lequel je venais m'entraîner en partant de Rennes, Nico Mayotte, qui était aussi mon tout premier entraîneur quand je suis arrivée à Rennes, est parti dès que je suis arrivée. Donc ça a été aussi ça, un truc compliqué. Et Fred, c'est vraiment un entraîneur, mais hyper investi. Enfin, bon, là, dans l'équipe, ils sont tous très investis, mais voilà, Fred, il est vraiment hyper investi pour nous au quotidien, en équipe, et c'était aussi ça que je recherchais et que j'ai vraiment trouvé avec lui sur Toulouse, quoi. Ça, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est un entraîneur passionné, investi et qui nous pousse vraiment, qui veut vraiment notre réussite. Je suis hyper contente de bosser avec lui. Donc depuis que tu es arrivé à Toulouse, tu as refait des progrès alors que ton année à Paris, tu n'avais pas trop progressé, si je comprends bien? Ouais, je dirais que l'année à Paris, vraiment, mentalement, elle a été compliquée. Ouais, je pense que j'ai manqué de suivi, j'ai manqué de mental peut-être aussi. Ouais, ça m'a appris des choses, hein, mais j'ai vécu des expériences. Voilà, à l'INSEP, on a aussi des ressources hyper intéressantes à utiliser.
en termes d'entraîneur, aussi dans des disciplines associées. Je pense à l'athlé, à la natation, au gainage, à l'haltérophilie. J'ai ouvert les yeux et voilà, j'ai découvert pas mal de nouvelles pratiques et le yoga. Enfin, c'était hyper intéressant. Je pense tout n'était pas acheté dans mon année à Paris, je dis pas ça. Mais par contre, c'est clair que depuis que je suis à Toulouse, on a vraiment mis le cap, l'accent sur la technique avec Fred. C'était vraiment mon gros chantier. Faire avancer mon bateau plus vite à chaque coup de pagaie. Donc vraiment le coup de pagaie, la technique. Et ça, Fred, c'est un très très bon technicien et j'ai énormément progressé grâce à lui, grâce à ses séances, grâce à ses conseils, ouais, en mettant l'accent là-dessus, quoi. J'ai l'impression que la technique, c'est un peu un travail sans fin en kayak. Je crois que c'est Oh, Sarah qui me disait que justement, plus les années passent et plus en fait, tu peux performer jusqu'à un âge avancé pour un sportif parce que techniquement, tu continues à progresser en fait. ouais, c'est clair. Mais vraiment, la technique, c'est un très gros pan de notre activité. T'as beau avoir le physique, et moi, les années où je soulevais le plus lourd en muscu, c'était pas les années où j'allais le plus vite, hein. Je dis pas que c'est pas important, c'est clair que c'est important, mais par contre, si tu sais pas bien placer ta pagaie et bien te tracter dessus et que t'as pas compris comment on fait avancer un bateau, t'auras beau courir autant que tu veux, nager autant que tu veux et pousser des barres autant que t'es fort, ça n'ira pas, quoi. Donc nous, on a vraiment repris à la base ça. Mais oui, 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 bah, je rejoins complètement Sarah sur le fait que c'est un travail sans fin parce que quand tu comprends un truc, il y a un autre truc qui se défait de l'autre côté. Et voilà, faut voir global, Ouais, 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 oui, c'est sûr que c'est un travail sans fin, ouais. Qu'est-ce qui te manquait le plus techniquement? Mais moi, je pense que j'avais pas bien compris. Je suis encore beaucoup, mais il faut que je sois beaucoup plus dans le relâchement, c'est-à-dire dans le placement et dans la finesse. C'est pas que je suis pas une nana fine, mais je pense que je peux être, que je me suis construite, en tout cas junior, en bourrine, quoi, parce que mes qualités, c'était surtout physique, j'en voulais, quoi, mais du coup, je pouvais saquer dedans, comme on dit, je pouvais faire des trous dans l'eau. Et je pense que vraiment, là où ça a été pas facile, on a eu des longs débats en Australie, des longs échanges, des longues discussions avec Fred, avec Max, avec Manon, avec les filles, pour déconstruire un peu cette idée que j'avais qu'il fallait, que voilà, à la fin d'une course, c'était la plus fatiguée, qui avait le mieux ramé, quoi. Pas du tout, en fait. On a vraiment déconstruit ça pour trouver comment pas pousser la pagaie, mais vraiment planter la pagaie pour aller vers elle, pour se tracter en fait. Et voilà, on pousse pas l'eau, mais on utilise l'eau pour avancer. Et ça me paraît hyper simple quand je le dis aujourd'hui, mais ça a été un travail de longue haleine. Et là, j'arrive à bien en parler parce qu'à Séville, ça se passe vraiment bien. Je ressens ça, je ressens que ça part des abdos, je ressens. Mais il y a encore quelques mois, quand on me disait utilise tes abdos, j'étais soit en blocage respiratoire, soit vraiment je comprenais pas comment les abdos pouvaient jouer un rôle majeur dans l'avancement de mon bateau. Enfin, pour moi, ça peut paraître dingue, hein, mais j'ai mis vraiment du temps. Et voilà, je dis pas que c'est fait, je dis pas que c'est bon, que j'ai tout compris, mais je pense que je suis sur une voie pour comprendre ça en tout cas. Est-ce que ça t'a fait peur de devoir déconstruire ta technique avec laquelle tu allais déjà très vite pour une autre technique où en théorie tu vas aller plus vite, mais où il n'y a pas la certitude que tu vas aller plus vite? Ah mais bien sûr, mais c'est hyper flippant. Mais moi, je pense que c'est pour ça que j'ai fait de la résistance pendant des années. Parce que si tu veux, j'ai été forte comme ça. C'est comme ça que je sais faire, c'est comme ça que je me suis construit. Et en fait, c'est comme si on te demande de monter un escalier, mais avant de monter des marches, enfin de monter un escalier le plus vite possible. Sauf que tu commences pas par monter, tu commences par tout descendre. Bah, tu te dis, mais n'importe quoi. Enfin, je veux pas faire ça en fait. Je vais pas descendre l'escalier pour le remonter alors que je pourrais monter des marches comme ça. Sauf que si, en fait, déconstruire, ça passe par là, ça passe par reculer pour mieux sauter, ça passe par ouais, ouais, bah, vraiment déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. Mais c'est hyper flippant, c'est hyper flippant et puis c'est hyper frustrant et puis c'est hyper rageant parce que tu as vraiment l'impression de perdre du temps. Il y a des courses que j'ai faites en me disant mais au secours quoi. Donc oui, c'est vraiment dur. Et puis ouais, d'aller contre ton naturel, c'est forcément compliqué. Est-ce que tu vois déjà les résultats de ce travail sur l'eau?
Tu vas plus vite? T'as battu tes records ou pas encore? Je le vois surtout, par exemple, là, en ce moment, j'en parlais justement hier avec Fred, je le vois sur les séances longues où je suis capable de beaucoup plus encaisser une séance longue, alors qu'avant, je m'épuisais hyper vite. Et là, j'arrive à avoir un geste économique qui me fait tenir des kilomètres et des kilomètres sans m'épuiser, chose qui avant était impensable. Quand je voyais marqué sur le papier 15 kilomètres, je savais que c'était la séance de l'horreur, quoi, que au bout de 7, j'allais être carpette, que les autres, elles allaient être là, you, 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 et que moi, j'allais être derrière, en chier. Donc ça, c'est ma première petite victoire, de réussir à trouver un coup de pagaie ouais, économique. Et bon, après, justement, la problématique, parce qu'il y a toujours une problématique derrière, c'est que j'arrive pas encore à bien m'exprimer sur des vitesses plus hautes. Mais c'est un premier pas de me dire que ouais, j'arrive à encaisser des bornes comme ça et à trouver un coup de pagaie économique. Maintenant, le challenge, c'est de, quand on passe sur des séances où il faut aller vite, des séances de vitesse, des séances de B2, tout ça, des courses, garder ce registre-là économique et pas retomber dans mes travers de pousser, tirer le plus fort que je peux, quoi. Ouais, Donc, je comprends exactement ce que tu veux dire. Comme je débute à ah, moitié, oui, je vois que je suis crispé comme tout et que c'est dur de se relâcher sur du long, quoi. bah oui, oui, C'est ouais. dur de desserrer les dents. Ah oui, bah ouais, ça, ouais. Moi, je suis Miss Grimace, hein, pour ça, c'est clair. Tout à l'heure, tu parlais que avant, tu étais plus dans un registre force et que tu étais plus forte en muscu. Comme moi, je Ouais. viens du milieu de la muscu, je me rends bien compte, j'en parlais avec Manon la semaine dernière, que la muscu ne fait absolument pas tout. Mm. Est-ce que, à titre d'exemple, tu peux donner tes meilleures performances, par exemple? Parce que je me souviens, alors là, je l'ai déterré, parce que je l'avais commenté à l'époque, que ton record, c'est 92 fois 40 au développé couché. Peut-être as-tu été battu Oh, depuis. voilà, tu poses. Oui, ah oui, si, ça j'ai fait, ouais. Ah oui, alors ça, c'était l'époque des 2 minutes, des max de rep en deux Voilà. minutes. Donc, ouais, 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 j'étais pas mauvaise à ce jeu-là. Euh, en PEC surtout, en développé couché surtout. Ouais, bah, mes max, j'ai soulevé 102,5 jeune en fait. En développé couché au pôle de Rennes, j'étais jeune, mais c'est l'année où justement en bateau, c'était bien, hein, j'étais contente de soulever plus de 100, mais par contre, ça faisait des trous dans l'eau en bateau. Donc, aujourd'hui, on bosse avec un préparateur physique qui est hyper intéressant et qui nous fait vraiment sortir du registre. Nous, on a toujours été. On est tombé dans la marmite TPDC quand on était petit, quoi, tirade planche développé couché. Et aujourd'hui, il nous sort un peu. Enfin, il nous sort carrément de ça, en nous faisant bosser les petits muscles, en nous faisant bosser des angles différents, en nous mettant un peu en difficulté. Et je pense que c'est tout aussi important que d'être capable de soulever 95 en TP et 102,5 en DC, quoi. Oui, mais j'ai vu que ça faisait, je crois que ça fait à peu près 2 ans que vous travaillez avec Audric. Euh, Exactement, lui-même en personne, ouais. voilà, et j'ai vu justement qu'il vous faisait faire, et genre, je crois que c'est Sarah qui m'a dit ça, il vous faisait faire pas mal de circuits, de genre 2-3 exercices en série moyenne, alors qu'auparavant vous faisiez beaucoup plus de musculation endurance. Donc Et c'était plus auparavant, on fait orienté beaucoup vers la plus. résistance aujourd'hui. Oui, ouais, oui, exactement. En fait, avant, comment dire, nos séances étaient par typologie, c'est-à-dire on allait faire une force endurance, une force max, une force puissance. Alors lui, son petit jeu, c'est de tout mélanger. Donc on arrive sur une séance et on va claquer des 3 reps lourdes et après des 20 reps légères et on va revenir sur des 6 reps puissance. Voilà, donc ça, c'est son dada, on mélange tout. Il sait très bien ce qu'on fait en bateau, il nous suit sur des séances, il nous a suivis sur des courses, donc il est vraiment capable d'adapter. Tu vois, moi par exemple, je lui ai dit que souvent c'était mes jambes qui lâchaient en premier, donc il m'a fait bosser le lactique sur les jambes. Voilà, il est il percute hyper en fait, il voit les problématiques qu'on a en bateau et il est capable d'individualiser. C'est hyper chouette d'avoir quelqu'un d'aussi investi et d'aussi euh, il a énormément de connaissances et surtout il est vraiment capable de les adapter au terrain, quoi. Il est capable de nous observer et bam, de retranscrire une séance de muscu adaptée à nos failles ou à nos faiblesses ou à nos besoins, quoi. Et tu sentais que tes jambes congestionnaient dans le bateau en fait, c'est ça? Ah ouais, bah, un des trucs qui lâche le plus vite chez moi, c'est les jambes, ouais. Ouais, ouais, je tombe beaucoup plus vite en lactique des quadris que des avant-bras. Ok, putain, c'est original, non? Pas tant. Non, enfin, non, non, je pense que je peux en parler avec les filles.
Non, je pense que c'est plutôt commun. Ok. Ah ouais, putain, bon, bah, je pousse pas du tout assez sur les jambes. Ouais, ouais. Non, non, bien sûr, les avant-bras chargent, hein. Je dis pas qu'il se passe rien dans les avant-bras, mais ouais, ouais, c'est carrément probable que les jambes flanchent avant. Peut-être parce qu'elles sont moins costauds aussi, hein, tu sais, si tu fais de l'haltéro à gogo. Moi, je suis pas très bonne, justement, ni en force max, ni en force puissance, ni même en FE sur les jambes. Donc, j'ai un enfin, on a un gros delta quand même entre la force du dos, des bras et des jambes. C'est peut-être aussi cette différence-là qui donne ça, quoi. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de faire des footings. Est-ce que tu fais d'autres activités aérobies, comme par exemple du vélo? Je sais que normalement, le kayakisme, le ski de fond, c'est assez populaire aussi. Est-ce que tu en fais? Non, j'aime bien le vélo, mais faut que je passe un clin d'œil à Fred qui doit me trouver un vélo d'occasion. Du coup, j'ai hâte qu'il m'en trouve un. J'adore la natation, moi. Je suis voilà, j'ai réussi à réintroduire un peu de la natation en aérobie avant que les piscines ferment pour cause de confinement. Mais à l'INSEP, je nageais pas mal. La course à pied, ça me coûte beaucoup en fait. Je monte très vite cardiaquement et des fois, ça n'a pas toujours le bon impact en fait. J'ai du mal à rester au seuil 1 en course à pied. Puis mentalement, c'est pas ce que je préfère, alors que la natation, vraiment, j'adore ça. Le problème, c'est que ça reste un peu sur le haut du corps, c'est pour ça qu'il a freiné un peu Fred au début. Mais finalement, je suis dans les bons registres en termes de fréquence cardiaque, tout ça, donc ça se tient. J'ai réussi à gratter ça. Avec tout ce volume, justement, bah, sur le haut du corps, est-ce que tu as déjà eu des blessures, tu as des douleurs particulières? Je pense notamment aux épaules, parce que là, c'est vrai que tu as un volume sur le haut qui est Ouais, impressionnant. non, j'ai vraiment de la chance que je touche du bois ou de la peau de singe, mais non, j'ai pas eu de grosses blessures. Je suis très souple en fait, j'ai les articulations quand même très souples. Et non, j'ai jamais eu même de signaux d'alerte sur les épaules, rien du tout. Donc ça, c'est sacrément cool. Ok, ouais, c'est impressionnant, un tel volume. Et puis, c'est vrai, je te demandais ce que tu faisais en aérobie, parce que c'est vrai que la plupart font soit le footing, soit du vélo. Et là, la Ouais. natation, et ce qu'ils te font pas du tout. Oh non, j'aime pas ça. J'aime pas le froid, j'aime pas la neige. Mais alors, comment Alors, tu si, fais pour je faire pense que du j'aimerais kayak bien. l'hiver alors, à Oh part aller à non. l'étranger? Ouais, c'est pour ça. Ouais. Non, mais maintenant que je suis à Toulouse, je pense qu'une demi-journée par-ci par-là de ski de fond, j'aimerais bien. Mais le problème, c'est en stage, quand on va 15 jours et qu'on mange du ski de fond matin, midi et soir, 7 heures par jour, ça m'a écœuré. Mais les paysages sont magnifiques, c'est un sport hyper agréable, de glisse, tout ça. Mais à petite dose, ça me va bien. Ouais, ouais, bah, ça me fait sourire parce que mon pote qui nous entraîne milite pour qu'on aille faire du ski de fond. Ah ouais? Et Et nous, tu restes. on préfère faire du kayak, même s'il fait froid. Donc, Ouais. au niveau de l'entraînement, là, vu que sur Toulouse, t'entraînes avec Manon, que Sarah est aussi entraînée par Fred, est-ce que vous avez toutes le même entraînement sur l'eau? Alors, on a la même trame d'entraînement, c'est-à-dire on a les mêmes cycles, on a les mêmes objectifs pour les semaines, tout ça. Après, il y a toujours une part d'individualisation parce qu'on n'a pas les mêmes besoins et parce qu'on fonctionne pas pareil. Donc, il y a toujours une part d'individualisation. Fred est bon là-dedans. Puis voilà, il y a les blessures, il y a la fatigue, il y a les contraintes des unes des autres. Donc, on a la même trame, mais on a de l'individualisation quand même, ça reste super important. Ça va être de l'individualisation, par exemple, sur ton travail technique. Toi, tu vas plus avoir besoin d'être plus détendu, entre guillemets, tandis qu'une autre va avoir un autre besoin, ou ça va être une réduction du nombre de séries, une augmentation. Ça va être dans ce style-là. Euh, Ça va être, bah, si je prends l'exemple en muscu, par exemple, voilà, il y en a qui ont une part de gainage et qui ressentent le besoin de faire beaucoup plus de gainage que d'autres. Il y en a qui rajoutent des séances toujours pour faire un volume vraiment très conséquent. Moi, tu aurais compris, je fais pas partie de cette catégorie-là. Et puis, il y en a qui ont plus besoin de séances individuelles pour se recaler techniquement. D'autres ont plus besoin de séries de vitesse plusieurs fois dans la semaine. Voilà, c'est hyper varié. Il y en a qui adorent courir, donc ils vont aller courir 3 fois par semaine, et d'autres qui aiment moins ça et qui vont aller nager. Voilà, je pense que c'est de l'individualisation
au sein de la semaine, parce que le niveau de fatigue n'arrive pas forcément en même temps, donc il faut savoir adapter ça. C'est de l'individualisation par rapport aux blessures, aux petits trucs physiques qui peuvent arriver, par rapport aussi à ce qu'on aime, parce que c'est aussi important de pouvoir s'investir à fond dans la séance. Et si on fait que des séances qu'on apprécie moins, ça va être plus compliqué de tenir la semaine. Donc il faut voilà, on a des parts de séances collectives et voilà, où on n'y déroge pas. Et à la fois, il y a aussi cette part ouais, où on s'écoute individuellement, quoi. Est-ce que tu fais des choses particulières en dehors de l'entraînement pour mieux performer? Je pense notamment, tout à l'heure tu parlais de yoga. Est-ce que tu fais des séances de yoga en plus? Est-ce que tu fais de l'électrostimulation, par exemple? Je sais pas, de la visualisation? Des choses en particulier? Bon, alors, je suis pas une très bonne élève pour tout ça, pour tout ce qui est régulier. Je fais de la prépa mentale. J'ai commencé super tôt la préparation mentale quand j'étais au pôle de Rennes. Je fais ça. Je fais de la réflexologie aussi à Toulouse. Original, ça, non? Ouais, original. Ouais, ça me plaît bien aussi. Voilà, on fait du pilates à Toulouse aussi. Voilà, ça va plus être ce genre de choses. Et est-ce que en temps normal, en dehors des stages, tu fais aussi des siestes dans la journée? Ouais. Ouais, les journées où j'ai pas de sieste, c'est vraiment dur, hein. Parce que je travaille du coup de 14 à 16 et les journées où je rentre trop tard et où j'ai pas le temps de faire un peu la sieste avant 14 heures, je le paye au boulot et après je le paye sur la séance du soir après le boulot. Donc ouais, mais en fait, ne serait-ce que m'allonger 15 minutes, même si je m'endors pas, ça me refait ma journée. Mais ouais, non, j'ai vraiment besoin d'une sieste. Ouais, la plupart de mes journées, je fais la sieste. Ouais. Au niveau de l'alimentation, est-ce que tu suis une alimentation stricte? Vu tout ce que tu fais comme sport, j'ai envie de dire que t'as pas spécialement besoin d'être très restrictive, mais sait-on jamais? Alors, alimentation, je suis pas sûre que c'est un bon. Je suis une fan des expériences. J'expérimente plein de trucs. J'ai fait plusieurs mois sans sucre l'année dernière. Voilà, j'ai expérimenté ça. Je suis pas, je fais, là, je mange plus de viande depuis 3 mois. J'essaye. Voilà, ça veut pas dire que je suis drastique et que je suis devenue végétarienne, mais en tout cas, je fais mes propres expériences en fonction de ce que je vois, de ce que je lis, de ce que j'entends, de ce que j'ai envie d'essayer. Et puis après, je fais mes propres bilans. Mais je sais être très rigoureuse, très drastique sur une certaine période de l'année quand approchent les échéances. Mais j'aime trop la bonne bouffe pour faire attention toute l'année. Donc j'ai fait un pacte avec moi-même où je m'autorise un peu des écarts, ou en tout cas je suis pas drastique sur toute une partie de l'année. Et puis passer un certain mois, là je commence à faire vraiment attention et je suis beaucoup plus exigeante sur ce que je mets dans l'assiette et sur les goûters que je fais en rentrant d'une séance longue, tout ça. Mais j'ai essayé de faire attention toute l'année et vraiment ça me coûte beaucoup trop mentalement et mentalement. Du coup, voilà, ça me va bien ce fonctionnement-là. Je fluctue pas mal du coup en poids entre l'hiver et l'été. C'est pas ouf, hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ma manière à moi de gérer une saison qui peut être longue, quoi. Euh, Dans quel bateau tu navigues? Est-ce que tu es en Plastex comme Sarah et Manon ou tu es en Elo? Non, moi je suis une Pronello, moi. Je suis en Élo. T'es en fond Mais je Elo suis en alors. Élo. Alors pourquoi tu es en Elo alors? Et pas J'y en crois pas, mais Plastex? à la fois, on navigue en ce moment dans un K4 Plastex et j'adore. Donc, c'est plus que Nello, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir. Elles vont me hurler dessus, hein, mais d'avoir les mêmes bateaux, les mêmes formes. En fait, Plastex, c'est quand même compliqué d'avoir deux fois la même forme. Je sais pas comment ils s'en sortent, mais voilà, c'est beaucoup plus rigoureux. T'es beaucoup plus sûr d'avoir le même bateau avec Nello. En termes d'accastillage, c'est beaucoup plus simple aussi. Voilà, c'est plus une facilité. Mais voilà, je suis pas du tout fermée parce qu'encore une fois, là, on essaie un K4 Plastex et vraiment chouette à la navigation. Donc, qui sait, je ne suis pas fermée non plus à la team Plastex. C'est quoi ton bateau Nelo? T'es en Chinko, en 7?
Je Ou, suis un Simco, ouais, j'ai pas du tout aimé le CT, donc je suis un Simco. qu'est-ce qui n'allait pas dans le CT pour toi? Oh, je sais pas, j'ai l'impression que c'était une poutre. Je le sentais hyper lourd, j'arrivais pas à le sortir de l'eau, à le décoller. Je suis pas hyper douée pour ces choses-là, mais encore une fois, là, je fonctionne à l'instinct et mon instinct, il m'a dit pas CT, donc j'ai dit ok, pas CT. Voilà, je Au, peux pas au trop ni- l'expliquer. au niveau des paillets, il y a aussi des préférences de chacun. Est-ce que tu es en Bradshaw ou en Yantex? Non, on est toute team Gentex là. Ok. Et comme tu avais l'habitude de... Alors j'ai une question, tu avais l'habitude de bourriner avant. Est-ce que tu as réduit la taille de ta pagaie pour être plus fluide? Absolument, oui, tout à fait. Ok. J'ai une petite paillée. Ouais, j'ai plutôt une petite paillée en 2,15, mais les pales, elles sont 735, ouais, donc c'est pas. Et avant, tu avais quoi alors? J'ai pas changé de ouf, mais j'ai déjà été en Gentex médium, donc avec 10 centimètres de plus par pale. Donc, Ok. ouais. Et ça t'a pas fait bizarre justement de rien avoir dans les mains justement au changement? Bah, après, je l'utilise encore en K4, donc je varie entre les deux. Je vois pas une différence de ouf. Encore une fois, j'ai pas des sensations. Je suis pas Cyril Carré, quoi. Cyril, il est hyper doué pour donner les sensations sur son matos, pour faire des tests, vraiment, je l'admire là-dessus. Moi, à partir du moment où il y a un truc qui me va, où je peux ramer avec, ça me va bien. Le jour où Fred me dit d'essayer un truc, j'essaye sans problème, mais ouais, je suis pas hyper matériel, tout ça, quoi. Sensation, machin. Est-ce que tu mets quelque chose sur la paillette pour éviter qu'elle glisse? Euh, Je vois, je vois souvent des fois certains mettent comment, comme du tape sur la main droite. Est-ce Ah que ouais, non, non, moi je la ponce. Je ponce un peu, tu sais, avec du petit grain pour qu'elle soit un peu moins glissante. et avec ça, Euh, ça tient bien. Tu sens que ouais, s'il y a de l'eau dessus, que tu bourrines et que ça éclabousse, ça va quand même. ouais, c'est possible que des fois, je trouve que l'eau salée, ça la fait glisser. Donc quand on a un bassin d'eau salée, je remets un petit coup avant chaque course de ponçage là. Et puis j'ai des scotch de chaque côté de la main pour éviter qu'elle se balade. Mais ouais, le papier ponce, ça m'a toujours bien convenu, ouais. Euh, Ça fait, comme je te disais, ça fait un moment que je te suis sur Instagram et t'es, j'ai envie de dire, celle qui partage le plus de trucs sur les réseaux sociaux quant à ta pratique, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Ah ouais? Est-ce... Tu dirais? Ouais, ouais, bah comparativement aux autres filles et aux gars. Ah ouais, Ouais, ok. ouais. Ouais, et puis t'es là depuis un petit moment. J'ai remonté ton compte, je sais plus jusqu'où, mais il y avait pas mal d'archives. Ouais. Euh, Est-ce que c'est une volonté de partager autant ou ça se fait naturellement pour toi? Non, je me force pas du tout. C'est-à-dire que quand j'ai envie de partager, je partage. Je suis pas à me dire j'ai pas fait de publi depuis 3 semaines, faut que j'en fasse une. Euh, non, c'est vraiment hyper naturel, mais je pense que, enfin, souvent j'ai des retours où les gens ils aiment bien être un peu immergés dans un stage. En fait, on se rend pas compte quand ça fait des années que bah, c'est notre quotidien, que c'est un peu un truc exceptionnel, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, ça me fait me rappeler quand j'ai des commentaires de ah, vous êtes en stage, vous faites ça, machin. Je pense que ça plaît quand même, tu vois, d'être un peu dans l'intimité des stages, tout ça. Donc voilà, quand j'ai l'occasion, je le fais. Mais c'est pas du tout une contrainte ou. Ouais, je sais pas, je suis tombée dans la com quand j'étais petite, j'aime bien ça. Mais je fais vraiment ça à mon goût. Enfin, j'ai toujours refusé les postes rémunérés, les partenariats, trucs, machin. Voilà, c'est juste pour partager ma passion et ma vie de sportive de haut niveau qui s'arrêtera un jour et c'est vrai qu'il est un peu particulière, quoi. Non, mais moi je trouve ça super justement que tu partages tout ça parce que c'est vrai que quand tu es passionné de kayak, tu as très très peu d'informations et c'est pour ça que je lance aussi ce Ouais, podcast. Parce qu'en fait, t'as rien quand tu es tout seul dans ton coin, tu cherches des informations, tu trouves rien. ouais, c'est vrai, Il y a, ouais. y a rien de rien. Donc comme tu mets des trucs, bah moi je suis content quoi. Je vois, je dis ah tiens qu'est-ce que vous faites ou des fois même les vidéos que tu mets
en story ou n'importe en fait. Et c'est vrai que c'est plutôt cool de voir ce que font les meilleurs, parce que le kayak est pas très développé, il y a très peu d'informations. C'est un peu dès que tu trouves une info, c'est l'info en or quoi. Bon, bah cool, merci de tes retours. Je continuerai au moins pour toi alors. Ouais, bah moi je regarde, je regarde tout. Vous mettez pas non plus énormément de choses, mais je vois que tu mets à peu près une story par jour en ce Ouais. moment, donc je vois, donc c'est cool. Euh, je vois que sur les compétitions internationales, t'es souvent, en tout cas quand c'est championnat d'Europe, championnat du monde, ou là les Jeux Olympiques, t'es souvent qualifié en K4. Est-ce que ça te frustre de pas être qualifié en K1? Est-ce que ça me frustre? Bah ouais, je pense que le monoplace, c'est un symbole de réussite individuelle, donc c'est peut-être plus gratifiant. Maintenant, moi, je prends vraiment mon pied dans le K4, dans le travail collectif, vraiment, j'aime ça. Et à un moment, ouais, ça a pu un peu alimenter peut-être de la frustration de pas réussir à, tu vois, ne serait-ce que pour moi, de me prouver que j'en suis capable, tout ça. Donc j'essaye encore, hein. Enfin, j'essaye d'augmenter mon niveau individuel, que ce soit pour moi ou que ce soit pour l'équipage, bien sûr. Mais, euh, mais aujourd'hui, je suis très contente quand je suis alignée sur une course en K4 parce que vraiment, encore une fois, j'adore ça. Ça veut pas dire que je délaisse le K1, mais voilà, je m'accroche. Est-ce que vous faites beaucoup d'entraînement en K4, étant donné que vous êtes deux à Toulouse et deux en région parisienne, a priori de ce que je comprends? Beaucoup par rapport à d'autres nations, clairement pas. Beaucoup par rapport à certaines années, c'est mieux. Donc ça dépend. Là, en stage, on a fait 3 fois du K4. Tu vois, sur 2 semaines, je sais pas trop si c'est beaucoup ou pas. À Toulouse, enfin, en tout cas, moi, j'ai fait la demande de faire plus d'équipage dans l'année. Donc, je te disais, il y a plein de jeunes à Toulouse. On a mis en place une séance d'équipage par semaine avec les jeunes, tout ça. Donc ça c'est cool, ça permet de garder contact avec l'équipage et puis on en fait avec les filles quand on est en stage. Donc je pense que ça me va bien comme ça. Après, le staff considère vraiment que la valeur individuelle est très importante dans un équipage. Donc c'est aussi important qu'on continue d'augmenter nos valeurs individuelles chacune les unes les autres. Tout à l'heure, tu parlais justement en compétition d'être bonne sur le K1 200 et le K1 400 pour constituer le K4. Ouais. En fait, si tu es dans les 4 premières sur ces épreuves-là, tu es prise dans le K4? C'est comme ça que ça marche? Euh, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite étoile qui stipule que faut que ça colle dans l'équipage, quoi. On sait aussi qu'un K4, c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1. Il faut que ça forme un tout. C'est aussi pour ça qu'on travaille au quotidien en K4. C'est aussi pour ça qu'il faut que là, on s'adapte au nouveau K4 après le départ de Sarah. Mais oui, de manière générale, tu as beaucoup plus de chances en terminant dans les 4 premières qu'être d'être dans le K4, ouais. Euh, Est-ce que comme il y a beaucoup de jeunes à Toulouse, est-ce que tu transmets ton expérience justement à ces jeunes qui rêvent sans doute de prendre ta place à terme? Est-ce que tu as cette envie de transmettre? Alors, si je le fais, ça faut leur demander. Mais ça fait vieille peau de dire ça, mais ouais, Bah, oui, j'espère tu que es je plus vieille transfère. qu'elle, même si tu es jeune. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'espère que je transmets ma manière. En tout cas, j'écoute, on discute, on partage des expériences. Je pense que je serai jamais entraîneur, mais de toute façon, on a tout intérêt en fait d'avoir un groupe solide et de se tirer vers le haut. Plus on a des partenaires d'entraînement fortes, c'est aussi ma grande force, c'est aussi de m'entraîner avec Manon, qui est très très forte et ça me tire vers le haut. Voilà, l'objectif c'est d'avoir un groupe solide, un groupe de Français solide. Alors oui, bien sûr, c'est dur de voir des petites jeunes nous passer devant, mais quand même, c'est ce qui nous permettra d'aller performer en équipage à l'international. Donc ouais, c'est clair que l'objectif c'est de tirer tout le monde vers le haut. Ouais. Quand tu as débuté le kayak et que tu as commencé à devenir bonne en course en ligne, est-ce que tu avais des idoles, des modèles que tu suivais en particulier? Non, non, je crois pas. J'ai jamais été très idole. Euh, non. Après,
Voilà, je suivais de près l'équipe de France. C'est rigolo d'être. Voilà, j'étais une groupie un peu des performeurs en équipe de France. Donc c'est rigolo de les côtoyer maintenant en équipe. Parce que oui, il y a plus vieux que moi, quand même, largement plus vieux que moi en équipe. Mais j'avais pas. Ah si, je me souviens que on était en vacances au Canada pendant des mondiaux à Vancouver et j'étais allée demander un autographe à Adam Van Coverdale. C'était un Ok, Canadien. le recordman Ouais, du 500. exactement. Donc peut-être, voilà. Je sais pas où il est Ok. cet autographe, tiens. Et qu'est-ce qui te motivait en fait? C'était de progresser par rapport à toi et de battre tes records, ou c'était d'être meilleur que les autres? C'est hyper intime ça comme question, hein. Ouais, je sais Euh, pas, parce que tout à l'heure tu disais justement que quand tu étais en compétition au championnat de Bretagne, tu pensais pas pouvoir les battre, les filles étaient plus fortes que toi, mais est-ce que c'était ça l'objectif, c'était de les battre, ou plus de battre tes records, et en battant tes records tu les passais devant? je pense que c'est un peu en train de changer. Je pense que j'ai été très très compétitive. Compétitrice. Ouais, mes parents ils me disent que j'ai toujours été compétitrice, tu vois, que à l'école fallait que j'ai la meilleure note, que au cross du collège fallait que je fasse la meilleure paire. Voilà, je pense que j'ai été très vite là-dedans, dans être meilleure que les autres, dans battre les autres. Et aujourd'hui, c'est la sagesse qui parle. Aujourd'hui, je suis plus dans, voilà, essayer de trouver mon potentiel maximal, quoi, maximum, pardon. Essayer de voir où je suis capable d'aller et de progresser un peu sur tous les pans, c'est-à-dire ouais, technique, physique, mental, de voir où ça pêche et d'être capable de repousser les barrières, de repousser les limites et de grandir au sens large du terme. Tu parlais à l'instant d'être la meilleure dans tout ce que tu faisais quand tu étais plus jeune, notamment du cross. Est-ce que t'étais déjà doué en sport de base ou pas du tout? Non, en cross en plus je dis ça, mais non, enfin en course à pied j'ai jamais été une dingue dingue. En sport, bon, j'étais jamais la dernière choisie dans les équipes, tu sais Les le équipes de foot. fameux jeu de choisissez vos équipes là où tu pries pour pas être la dernière. Non, j'avais pas trop ce problème-là, j'étais pas prise la dernière, mais j'étais pas non plus l'athlète de dingue au collège, pas du tout. Non, pas du tout. Au, Ah, donc au c'était lycée, vraiment tu vois, à force de travail que tu as réussi à exceller alors. ouais, au lycée plus, tu sais, quand t'es dans un lycée, donc on était dans un lycée sportif, donc t'as pas que des sportifs, donc t'as les lambda, comme on les appelle, et puis t'as le clan des sportifs qui ont le droit à leur salle, à leur goûter, donc qui déclenchent les jalousies, plus tout le monde. Et là, tu te sens sportif, tu te sens un peu, tu vois, un peu important, quoi, tu te la pètes un peu, mais au collège, pas du tout, non. Non. Ouais, je pense qu'on arrive au bout des questions que j'avais. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu voulais aborder que j'ai pas abordé? Bah écoute, je crois pas. Il n'y a rien qui me vient là en tout cas. Est-ce que tu C'était est-ce complet. que tu souhaiterais remercier des personnes en particulier qui t'ont pas mal aidé? Je pense notamment à Delphine et Thomas que tu as déjà cité pas mal de fois donc aujourd'hui en interview. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais, bah, il personnes? y en a plein, hein, des personnes qui gravitent autour d'un projet de sport de haut niveau. C'est clair qu'il y en a plein. Il y a tous ceux de l'ombre, il y a tous ceux. Mais aujourd'hui, ceux qui ont joué un très très grand rôle là-dedans, je pense que c'est clairement mon entreprise déjà. Jodréo, le PDG de Kéris et puis tous les collaborateurs Kéris, clairement. C'est quand même mes parents parce que je pense que c'est compliqué de trouver la bonne place, le bon rôle quand on est parent de gamins qui ont un rêve comme ça, une passion et de savoir doser en fait, de savoir où se mettre, c'est-à-dire de les encourager, de les pousser, mais à la fois, à la fois les laisser vivre quoi. Enfin, je pense que on entend beaucoup parler de soit des parents qui étouffent ou qui vivent leur carrière, qui font vivre la carrière qu'ils auraient voulu vivre à leurs enfants, et puis l'inverse, dès qu'ils sont hyper absents de la passion de leur enfant. Donc ça j'ai une famille hyper bien placée là-dessus, quoi. Et ça, c'est quand même super cool.
Et puis, il y a toutes les filles de l'équipe en général qui m'ont fait progresser. Le staff, mon préparateur mental depuis toujours, Thierry, et puis maintenant Boris, ma réflexologue à Toulouse, Sophie. Enfin, voilà, ils sont. Je pourrais jamais tous les citer, mais c'est clair que autour d'un projet sportif, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui gravite, et ça, c'est aussi ça qui me plaît vraiment. C'est un travail d'équipe et chacun apporte une petite pierre, et ça, c'est sacrément cool. Eh ben, merci Léa pour m'avoir consacré du temps. Pour te contacter, je mettrai tes liens Facebook et Instagram si ça te va. Yes, ouais, ça marche. Ouais, merci à toi d'essayer de faire parler du kayak de course en ligne, c'est cool. Je vais essayer de faire avec mon petit réseau d'en parler un peu plus. Donc, on verra ce que ça donne. Est-ce que tu as quelqu'un que tu souhaiterais entendre après toi sur le podcast? Ah oui. Oui, oui. Je dois dire un nom là? Oui, tu peux me dire un nom. Il sera peut-être pas exaucé, mais tu peux me dire un nom. J'aimerais beaucoup écouter ce que Étienne Hubert a raconté de toute son expérience de vieux loup de l'équipe de France. Et ça marche. Je vais le contacter donc juste après. Mais je crois savoir qu'il n'est pas très réseaux sociaux, parce que je lui avais écrit quand il était venu à Aiguebelette. Je crois juste avant que vous veniez cet été, et puis il n'avait pas vu le message. Donc, ouais, il est pas réseaux sociaux, mais par contre il est passionnant, il est rigolo, et donc il se prêtera au jeu, j'en suis sûre. Bon je vais faire ce qu'il faut pour essayer de le contacter. Ça marche. Et merci Léa, et puis que la force soit avec toi. Merci. Bonne soirée. À plus, salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, soyez forts et à la semaine prochaine.